Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Depuis 2012, la coopération Sud-Sud est célébrée chaque 12 septembre, journée qui vise à souligner l'entraide entre pays de l'hémisphère sud afin d'améliorer les conditions humaines et renforcer l'économie pour mieux vivre. La plupart des enfants ont accès à l'éducation. Ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société. L'alphabétisation comme enjeu crucial. Après la maternité, de nombreuses femmes ont du mal à retrouver leur silhouette. Vous êtes une jeune maman et vous rêvez de rentrer de nouveau dans vos habits d'avant la grossesse. Nous vous donnerons dans cette édition quelques astuces. Et puis démarrons ce journal en tentant de comprendre ce que c'est que la coopération Sud-Sud. Selon les Nations Unies, c'est le fruit d'une large collaboration entre les pays du Sud impliquant précisément au moins 2 pays en développement. Cette coopération se base sur le partage de connaissances, de compétences, d'expertise ainsi que de ressources pour répondre à des besoins spécifiques en matière de développement. Explication avec Patrick Adjaboudjou. Ce 12 septembre, les pays à l'échelle mondiale célèbrent la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud dans une situation exceptionnelle créée par la pandémie de la Covid-19 qui continue à avoir des impacts considérables sur les vies humaines et les économies de tous les pays sans exception. Les systèmes de santé les plus avancés sont aux prises avec la pandémie et luttent pour sauver des vies humaines. Les économies les plus puissantes prévoient une récession imminente et des milliers de petites et moyennes entreprises sont au bord de l'effondrement. À l'échelle mondiale, la pandémie de la Covid-19 a rendu les nations plus prudentes, innovantes et résilientes dans la lutte rigoureuse contre ce virus. La pandémie a même inculqué l'esprit d'une coopération, d'une solidarité et d'une amitié accrue entre les nations pour combattre cet ennemi imprévisible et le plus dangereux. C'est pourquoi ce 12 septembre, la solidarité mondiale et la coopération Sud-Sud se sont une fois de plus avérées être la meilleure solution pour les pays développés et ceux en développement pour résister et avancer collectivement vers une meilleure santé et un meilleur bien-être des citoyens. Depuis 2012, la célébration de la Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud permet non seulement à tous les pays en développement de prendre une pause pour célébrer les efforts consentis, mais aussi d'asseoir un véritable décollage de leur développement. L'occasion est également propice aux Nations Unies d'encourager l'autosuffisance des pays en développement en renforçant leur capacité à trouver des solutions créatives et innovantes pour faire face à leurs problèmes de développement. Si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est pas malheureusement le cas de tous. Apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société, mais aussi pour recevoir une éducation permettant de travailler, de s'informer et de communiquer. L'alphabétisation, un enjeu crucial, c'est avec l'invité de ce dimanche, reçu par Ulvaeus Balogun. Je rappelle que chez nous au Bénin, actuellement, ce taux est encore de 57,4%, avec près de 70% pour les femmes. Et pour les personnes âgées de 15 ans et plus, bien sûr. Et quand on regarde dans cette donnée statistique, il y a au moins 40% de la population active qui est concernée. Alors, vous comprenez que pour une population avec une situation d'analphabétisme, il est un peu difficile
te fait toujours entendre raison sur un certain nombre de choses. Et je vais vous dire que cela explique un peu aussi le manque d'engouement à la question de citoyenneté responsable. Vous avez ainsi peint un peu la situation. Et au Bénin, vous disiez qu'au plan national, on est à 57,4% de taux d'analphabétisme. Alors, quels sont les freins à l'alphabétisation des populations aujourd'hui au Bénin? Avant le recensement, le RGPH 4 qui a donné ce chiffre-là, le taux était encore plus élevé. Okay. Donc, le prochain recensement nous permettra de voir quel pas on a encore fait. C'est pour dire qu'il y a des actions quand même qui se posent. Il y a l'État qui, quand même, à travers la déclaration de politique nationale d'alphabétisation, a opté, pour la lutte contre l'alphabétisation, a opté de mettre en œuvre la stratégie du faire-faire. C'est-à-dire que cette stratégie consiste à déléguer une partie du pouvoir de l'État aux opérateurs privés en matière d'alphabétisation, qui enseignent, qui donnent le cours sur le terrain durant toute la campagne d'alphabétisation. Mais l'État garde quand même son rôle régalien de contrôle suivi et de certification. Il y a la question du numérique aujourd'hui, l'alphabétisation et le numérique, ce n'est pas très évident. Nous avons élaboré une plateforme de bibliothèque numérique en langue nationale. Bibliothèque numérique en langue nationale, où les néo-alphabètes peuvent avoir accès à une telle bibliothèque pour aller chercher des documents et lire. Dans leur langue. Dans leur langue. Dans leur langue. Donc tout ceci mérite d'être davantage accompagné. C'est ça. Et pour moi, sur le terrain, il y a de la disponibilité, il y a la demande, mais il n'y a pas suffisamment de moyens pour répondre à toutes ces demandes-là. Je l'annonçais dans les titres, pour être belle et attirante après la maternité, les femmes ont recours à plusieurs astuces. Elles n'hésitent pas à mettre en pratique des recettes de grand-mère, mais aussi à adopter une bonne hygiène de vie qui passe par une alimentation équilibrée et diversifiée. Quels sont donc les aliments à consommer de la période de grossesse à l'accouchement pour maintenir sa silhouette? La réponse dans ce reportage de Kinette Sabo, présenté par Sabira Tao. La grossesse est l'une des périodes de la vie de la femme où son corps connaît des changements. Selon une étude récente, 60 à 90% des femmes sont victimes des vergetures, de prise de poids et de plusieurs autres modifications physiologiques et morphologiques pendant leur grossesse. En cause, les changements hormonaux et l'étirement de la peau. On s'occupe de deux volets, c'est-à-dire le volet physique, si vous avez pris du ventre, si les bras sont tombés, si vous avez pris trop de cuisses, s'il y a des vergetures, tout ça. Donc il y a ce volet-là qui est le volet physique, et maintenant il y a le volet sexuel, parce que vous avez quand même eu un acte d'accouchement, donc les muscles au niveau du périnée ont été sollicités. Quand on dit périnée, c'est les muscles du vagin et tout ce qui est en bas, donc ont été sollicités, et donc il faut les renforcer à nouveau. Nadège est nourrice. Elle a accouché il y a environ 6 mois. Pour retrouver sa forme après la grossesse, elle a opté pour les recettes de grand-mère. Quand on accouche et on rentre à la maison, il faut se doucher avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude-là, les moments où vous masse le corps. En dehors de ça, il y a qu'il faut attacher le ventre avec un pagne. Il y a aussi les tisanes qu'on vous fait prendre après l'accouchement, et il paraît que tout ça là, ça vous fait perdre le ventre et garder votre forme. S'il est vrai que ces astuces sont relativement efficaces, elles permettent aux femmes de retrouver leur forme. Mais l'abus est déconseillé. Il faut permettre à chaque organe de réintégrer sa place avant de commencer l'exercice. Parce que quand vous commencez tôt, vous fragilisez encore votre périnée et vous courez des risques à la longue de vous retrouver avec des descentes d'organes comme l'utérus qui descend dans le vagin. Donc il faudrait que les femmes ne fassent pas tous les exercices d'abdos. Donc les exercices qu'il faut pour les femmes sont des exercices hypopressifs. Pour l'utilisation, celle qui aime bien utiliser de l'eau chaude et tout, de ne pas mettre beaucoup de pression au niveau du ventre pour justement ne pas entraîner des séquelles.
Retrouver un corps parfait après accouchement prend donc en compte plusieurs aspects. Les spécialistes recommandent de faire des consultations post-partum pour s'enquérir de l'état physique et mental de la femme. L'entretien de la femme après accouchement se résume, je dirais, en 3 volets. D'abord, on va commencer par les consultations post-natales. La femme doit aller en consultation post-natale 3 fois. Après ça, on va parler des soins corporels. La femme, après accouchement, doit se laver aussi 2 à 3 fois par jour. Elle doit changer ses serviettes hygiéniques, c'est-à-dire les couches, toutes les 4 heures. Rendre propre son entourage. La grossesse est un état de grâce pour chaque femme. Pour vite retrouver sa beauté, elle doit prendre soin d'elle pour conserver un corps harmonieux. Hors du Bénin, l'Afrique du Sud va limiter ses expéditions de variétés d'orange Valencia vers l'Union européenne à partir du 16 septembre. Cette autosuspension intervient après le rejet de plusieurs cargaisons pour non-conformité aux normes phytosanitaires relatives à la pathologie au cours de la saison d'exportation qui se termine en octobre prochain. Si cette décision constitue un coup dur pour les exportateurs du fruit, les responsables estiment que son entrée en vigueur va permettre de préserver l'accès au marché unique de l'Union européenne sur le long terme. Le bloc européen est en effet la principale destination des agrumes sud-africains, absorbant 42% des envois totaux de pamplemousse et 44% des expéditions d'oranges. En Afrique du Sud, la filière agrumes dépend principalement du marché européen pour écouler ses produits. Elle est donc directement affectée par l'évolution des mesures sanitaires et phytosanitaires du marché communautaire. 5 jours après son décès dans son château écossais de Balmoral, la reine Elisabeth II a entamé ce dimanche son dernier voyage. Le cercueil est transporté à travers l'Écosse pour rejoindre Édimbourg, où le public pourra rendre un hommage au monarque. Mardi soir, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres. Suivez plutôt. Direction Édimbourg pour le convoi funéraire. Un voyage en corbillard de seulement 280 km, mais long de 6 heures car les étapes sont nombreuses. Passage par les villes d'Aberdeen, de Dundee et de Perth avant d'arriver dans la capitale écossaise. Là-bas, des arrêts sont prévus au château de la ville, puis au palais de Holyrood House, la résidence officielle du monarque britannique en Écosse. Face à l'ampleur de l'événement, des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues. On installe des barrières pour garder la foule à distance quand la procession passera. C'est un moment historique auquel on veut prendre part. Et puis, quand j'étais enfant, j'allais à l'école juste à côté. Je me rappelle qu'on allait saluer la reine quand elle passait ici. Ce sera vraiment spécial pour nous d'être en mesure de lui dire au revoir en personne, plutôt que de simplement regarder la télévision. Le cercueil reposera ensuite dans la salle du trône du palais avant d'être de nouveau déplacé lundi dans la cathédrale Saint-Gilles. Une cérémonie doit s'y dérouler avec comme invité le nouveau roi Charles III et la famille royale. Mardi, un avion transportera le cercueil d'Elisabeth II jusqu'à Londres pour son dernier voyage. Il arrivera à Buckingham Palace avant d'être exposé dans le palais de Westminster. Enfin, le Royaume-Uni dira adieu à sa reine le lundi 19 septembre lors des funérailles nationales. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.